Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan lecture où je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai faites ces dernières semaines, donc on va dire fin septembre et au mois d'octobre. J'ai pas moins de 8 livres à vous présenter, donc je pense que cette vidéo va un petit peu durer, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, vous prendre un petit truc à grignoter, une boisson chaude, mettez-vous bien et on commence tout de suite. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Étrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage de Elsie Tyler. C'est publié aux éditions Sonatine dans le grand format, mais depuis il est quand même sorti en poche, je crois chez Pocket. Ce qui m'avait attiré dans ce livre, c'était déjà le titre qui me paraissait très cocasse. Quand je l'avais vu en boîte à livres, ça m'a de suite parlé. Et puis dans la quatrième de couverture, on nous parle de humour très british, d'hommage un petit peu au roman policier type Agatha Christie, Sherlock Holmes, ce genre de choses. Donc évidemment, moi ça m'a attiré, ça m'a parlé de suite. C'était très sympa, pas le meilleur roman de l'année, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette lecture. Pour l'histoire, on va suivre Ethelred, qui est un écrivain à succès qui écrit sous différents pseudonymes, on va dire, en fonction des genres littéraires pour lesquels il écrit, donc de la romance, de l'historique, mais aussi du roman policier où il a notamment un inspecteur récurrent dans ses enquêtes. Et en fait en ce moment, Ethelred il est un peu en manque d'inspiration, c'est un petit peu le syndrome de la page blanche. Classique chez les écrivains, et il sait pas trop, il discute un petit peu avec son agent littéraire Elsie, qui est un personnage haut en couleur, avec des répliques mordantes. Moi j'ai beaucoup aimé ce personnage qui m'a fait beaucoup rire, et donc il est tranquillement dans son salon en train de discuter avec Elsie lorsqu'un policier va venir toquer à sa porte. Lui qui habite au fin fond de la campagne anglaise, il a déménagé de Londres pour se retrouver un petit peu loin de tout le monde, dans son petit cottage anglais. Et le policier va l'informer que son ex-femme, Géraldine, a mystérieusement disparu. Elle a garé une voiture, une Fiat rouge à faible kilométrage, puisque c'est une voiture de location, sur une plage non loin de chez son ex-mari. Et elle a laissé un mot d'adieu sur la banquette passager, donc un petit peu mystérieux. Bien sûr, tout le monde pense à un suicide. Elsie va en profiter pour dire à Ethelred de mener sa propre enquête. Elle va le pousser un petit peu, lui il est un peu réticent à la base, mais elle va le pousser. Et d'autant plus qu'il va être l'exécuteur testamentaire de son ex-femme. Son ex-femme qui doit pas mal d'argent à pas mal de monde. Et elle s'est volatilisée, tout le monde pense évidemment à un suicide, mais est-ce que c'en est vraiment un? Donc voilà, cette petite enquête assez sympa. On est vraiment sur quelque part une mise en abîme, un hommage à toute la littérature policière, aux romans à énigmes, à la Agatha Christie, Sherlock Holmes, Gaston Leroux. Voilà, si vous aimez ces ambiances très british, très romans à énigmes, vous allez beaucoup apprécier ce livre. Après voilà, l'enquête casse pas trois pattes à un canard, on est sur une fin plutôt ouverte, mais où on devine quand même un petit peu de quoi il retourne. Donc voilà, c'était très sympa, ça se lit super bien, les personnages sont bien campés. Si vous aimez l'humour un peu british, un peu cocasse comme ça, un peu mordant, hein, vous allez beaucoup apprécier. Moi j'ai bien aimé cette lecture, donc voilà, je vous la recommande. J'ai ensuite lu Esther de Olivier Bruno, c'est aux éditions Le Tripode, et ici on est sur de la science-fiction, sur un roman d'anticipation qui va mettre en scène l'intelligence artificielle, donc qui est un sujet éminemment d'actualité. Moi j'avais un peu peur, c'est une relique de ma pile à lire, j'avais un peu peur de le sortir parce qu'on va être dans une dimension un peu sexuelle et j'avais peur que ça vire à la pornographie qui m'aurait vraiment dérangée, mais non, pas du tout. J'ai été agréablement surprise de découvrir un livre beaucoup plus profond, qui n'y paraît beaucoup plus riche, avec beaucoup de réflexions philosophiques, métaphysiques autour de l'intelligence artificielle. Donc pour l'histoire, on va suivre Anton et Maxine, qui sont un couple de quadragénaires, qui vivent une vie plutôt banale. On est vraiment dans un futur, enfin un roman d'anticipation, un futur dystopique, enfin en tout cas voilà, métro, boulot, dodo quelque part. Et ils ont un fils aîné qui est adolescent, qui est un peu en pleine crise d'ado. Ils vivent une vie somme toute banale dans une banlieue pavillonnaire avec un boulot classique, enfin voilà, rien d'extraordinaire. Un soir, alors qu'ils rentrent de soirée, ils vont entendre du bruit dans les ordures derrière des immeubles.
et ils vont découvrir un robot, une Lovebot qui semble complètement détraquée, complètement cassée. Et ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que les Lovebots, ce sont des robots sexuels, c'est un peu comme des poupées gonflables mais avec une intelligence artificielle. C'est une technologie qui vaut très cher et qui peu de gens en ont, c'est assez coûteux, c'est voilà. Et pourtant elle semble être mise aux ordures comme ça, complètement détraquée, elle est en train de bugger complètement. Maxine va tirer son mari et dire bon on la laisse là, qu'est-ce que tu veux faire de ça, on le laisse. Ils rentrent chez eux, sauf que pendant la nuit, Anton il va cogiter, il va se dire je peux pas la laisser dans les ordures, c'est pas possible, ça l'intrigue, donc il va retourner un peu en cachette de sa femme chercher cette Lovebot et la ramener chez lui pour essayer de la réparer, etc. Cette robot va avoir un prénom, donc Esther. Elle semble avoir subi des violences sexuelles et elle semble traumatisée quelque part, on peut comprendre, même si c'est une intelligence artificielle, même si c'est un robot, elle semble être traumatisée. Et donc petit à petit on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a atterri dans ces ordures. Évidemment ça va jouer entre les relations dans cette famille, hein, notamment entre le couple Anton et Maxine. Avec cette Lovebot qui va se mettre un peu au milieu, mais c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus profond. On va se questionner beaucoup sur notre rapport à la technologie, notre dépendance croissante à la technologie, notre rapport à l'intelligence artificielle, les limites de notre humanité, les questions autour de la morale, de l'éthique, etc. Donc c'était super intéressant. Moi je me suis surprise à réfléchir à ces sujets-là, un peu métaphysiques comme ça, durant ma lecture. En plus on est sur des personnages qui sont monsieur et madame tout le monde, hein, Anton et Maxime, on peut clairement s'identifier à eux et se dire mais moi dans cette situation qu'est-ce que j'aurais fait? Par contre je tiens quand même à signaler que c'est des trigger warnings, parce que c'est un livre qui est pour un public adulte, un public averti. On a des scènes de violence sexuelle, d'agression, vraiment des scènes très violentes, donc, et des scènes de sexe aussi, donc vraiment la dimension sexuelle est quand même très présente, donc voilà, plutôt pour un public adulte et averti. Et j'ai bien aimé aussi la dimension thriller, puisque cette Lovebot qui semble échapper du système qu'il a créé va être traquée par justement l'industrie qui l'a créée et aussi par les autorités, les forces de l'ordre qui vont se retrouver avec le cadavre de son ancien propriétaire sur les bras et ils vont essayer de démêler qu'est-ce qui s'est passé. C'était vraiment une lecture qui m'a surprise dans le bon sens du terme, parce que vraiment j'avais vraiment des appréhensions dessus, mais vraiment c'était vraiment chouette. Donc je ne peux que vous recommander de découvrir ce livre si jamais les trigger warnings ne vous font pas peur. Je poursuis avec un petit Agatha Christie, donc Le chat et les pigeons, c'est aux éditions du Masque. C'est une enquête d'Hercule Poirot, mais Hercule Poirot n'arrive que tardivement dans le récit. Ici on va suivre un pensionnat de jeunes filles, donc on est dans l'Angleterre huppée où on a ce pensionnaire avec que des jeunes filles de bonne famille et on va suivre du coup la directrice de l'établissement, sa secrétaire et puis les différents professeurs qui sont toutes des femmes, et il va y avoir un meurtre qui va être commis dans le gymnase. La prof de sport va être assassinée et donc les policiers vont mener l'enquête. Ce qui est assez étrange, c'est que en plus on a l'apprenti jardinier qui est en fait un agent des renseignements britanniques qui est là sous couverture. On a la fille d'un émirat, enfin en tout cas l'héritière d'une fortune des Émirats arabes qui vient faire ses études dans ce pensionnat. On va avoir pas mal de mystères autour de diamants qui auraient été volés, cachés, etc. Donc on est sur des fils narratifs qui sont parfois un petit peu invraisemblables, en tout cas qui se mélangent pas très bien. On est sur un pensionnat de jeunes filles, d'adolescentes classique, mais on va avoir de l'espionnage, on va avoir des complots, des meurtres, enfin voilà.
Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu particulier, d'autant plus que les personnages sont pas facilement identifiables. Je crois que c'était la première fois que j'avais du mal à rentrer vraiment dans un roman d'Agatha Christie et à me figurer tous les personnages en présence parce qu'ils se ressemblaient trop. On est sur beaucoup de femmes puisque c'est un pensionnat de jeunes filles, donc on a la directrice, tous les professeurs qui sont des femmes qui se ressemblent quand même. Et puis ces jeunes filles aussi qui se ressemblent toutes. Donc voilà, j'avais un petit peu de mal à savoir qui était qui, quoi, pourquoi, donc c'était un peu brouillon. J'ai trouvé que la dimension aussi autour de l'espionnage international, etc. était un peu tirée par les cheveux, un peu gros, c'était une ficelle un petit peu grosse. Et un petit bémol de plus, c'est que Hercule Poirot, qui est un personnage que moi j'adore, n'arrive que très tardivement dans l'enquête, il arrive aux 2/3 du roman. Et c'est un peu dommage, alors il arrive, il fait son show, il résout l'enquête, tout va bien. Mais bon, voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec cette Agatha Christie. Habituellement, j'adore les romans d'Agatha Christie, ce sont jamais des grosses claques. Mais ça me fait toujours passer un bon moment de lecture. Là j'ai eu un petit peu plus de difficultés que d'habitude, peut-être parce que je l'ai lu de manière morcelée quand j'étais en vacances en Bretagne. C'est peut-être ça à jouer, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est pour moi pas le meilleur de l'autrice. J'enchaîne avec un service presse qui m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition Double Ponctuation que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à l'occasion. Donc il s'agit de Catoproxine de la fondation SCP. C'est la cellule 173 et donc là on est sur un roman. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est un roman? En tout cas c'est une lecture expérience on va dire, puisque on va avoir comme un livre qui se veut un documentaire qui va rassembler des archives, des procès-verbaux, des listes de courses. Il va y avoir des tableaux, des passages de blog d'un des personnages. Enfin voilà, on va être sur comme un dossier d'enquête, des archives, avec à chaque fois une mise en page, une typographie différente. Alors, c'est pas vraiment des chapitres. Voilà, vous avez des organigrammes, vous avez des retranscriptions d'interventions militaires, vous avez parfois des extraits de forums type Reddit avec des passages qui sont grisés, voilà, des tableaux. Ce genre de choses, c'est assez particulier comme ouvrage, mais j'ai bien aimé. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, va apparaître dans notre monde une nouvelle substance qui s'appelle la catoproxine, qui est une sorte d'antidépresseur, mais qui a une particularité un peu plus. En fait, elle se vend sous le manteau, mais c'est une substance qui permet de lever le voile et de voir les autres qui sont en fait des créatures type aliens qui vivent parmi nous, parmi les humains, sauf qu'on ne peut pas les voir en fait habituellement, sauf si on consomme cette substance de la catoproxine. Et qu'on les voit, on commence à paniquer, hein, puisque c'est quelque chose qui est aussi endigué par le gouvernement, donc on est un peu sur des théories du complot. Vous voyez, moi j'avais peur que ça vire un peu trop théorie du complot, mais pas du tout, je vous rassure. Et on va suivre notamment donc, le fil conducteur de cette histoire, c'est Nicolas B, qui est notre personnage principal, qui est un peu déprimé, qui est sous antidépresseur et qui va se retrouver à court de ses médicaments. Il va recontacter un ancien camarade de lycée qui avait l'habitude de dealer, c'était un petit dealer, et cet ancien camarade de lycée va lui proposer de découvrir la catoproxine, un antidépresseur qui n'est pas qu'un antidépresseur, qui est aussi comment ils appellent ça, un apocalyptique, et qui va lui permettre de voir la vérité, de lever le voile. Et effectivement, Nicolas va tomber dans cette spirale, il va vouloir en avoir toujours plus de cette substance. Il va découvrir, il va rencontrer les autres parmi nous, enfin voilà, son voisin, c'est des gens comme vous et moi. Et donc il va tenir un blog numérique, un journal intime numérique. Et donc c'est des extraits de ces journaux qui vont venir agrémenter ce livre et qui est en fait le fil conducteur du récit, entrecoupé de tous ces éléments d'archives, de notes, de procès-verbaux, de notes de synthèse, etc., etc. Je peux dire que c'était quand même une lecture assez atypique, une expérience de lecture que j'ai bien aimée. Le seul petit bémol que je peux lui reprocher, c'est en fait, comme ça a été écrit à plusieurs mains, c'est un travail collaboratif de la fondation SCP
qui en fait sur un forum type Reddit, c'est des gens qui s'amusent à écrire des histoires et chacun écrit un bout de l'histoire, et donc forcément, même si quelque part c'est une œuvre collective, c'est assez intéressant, mais ça manque un petit peu d'unité. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'unité, mais bon, après c'est aussi voulu. Mais voilà, est-ce qu'on peut parler de métafiction, peut-être un peu dans cet esprit de la Maison des Feuilles, je crois qu'il y avait des trucs du type Illumina et City on Fire, ce genre de bouquins avec des documents à l'intérieur. Et voilà, c'est assez atypique. Et puis par la même occasion, ça m'a permis de découvrir cette petite maison d'édition, double ponctuation, qui a des valeurs quand même très engagées, d'inclusivité, de respect de l'environnement, etc. Des livres qui sont fabriqués en France, où c'est certifié sans IA, en tout cas la création littéraire. C'est éco-fabriqué, c'est des livres qui sont recyclables, et qui ne sont pas surproduits. Il y a aussi il y a tout un aspect très inclusif. Ils font des livres un petit peu plus essais documentaires sur la sexualité, l'inclusivité, etc. Et ils se battent aussi pour la féminisation des textes que nous publions. Enfin, c'est assez sympa, donc n'hésitez pas à aller voir leur site, je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que c'est une maison d'édition qui mérite d'être découverte et d'être plus connue. J'enchaîne avec un autre service presse qui cette fois-ci est de l'auto-édition, qui m'a été gentiment envoyé par l'auteur Icarus McLone. C'est en virtuel, donc c'est de l'auto-édition publiée sur Amazon. Donc là on est sur un roman de science-fiction d'anticipation. On va suivre notre narratrice Denver Mars, qui a le nom d'une planète, qui est fan d'astronomie et qui vit en 2057, donc quasiment plus de 30 ans par rapport à nous. Et alors c'est un futur qui est pas tip top quand même, hein, où il fait pas très bon vivre, un futur assez sombre. On est sur un roman d'anticipation où la réalité virtuelle prend beaucoup le pas, puisque les gens fuient quelque part leur triste vie pour se réfugier dans la réalité virtuelle, notamment, alors je sais plus comment s'appelle le jeu ailleurs, je crois, la simulation, en tout cas ils appellent ça la simulation. Donc c'est une société qui a créé un jeu de simulation virtuelle où on peut créer son propre avatar et vivre une autre vie avec différents scénarios, enfin on choisit ce qu'on veut faire. On a notre héroïne Denver qui est une jeune femme de 30 ans qui vit seule, qui peine à joindre les deux bouts, qui travaille dans une usine où il fabrique des drones, et qui a une vie plutôt morne. En plus elle souffre d'une scoliose, elle a un handicap, et elle va fuir cette réalité dans cette simulation virtuelle où elle va faire la rencontre de son âme sœur, Zodiac, donc c'est un avatar évidemment. Et c'est un jeune homme qu'elle va beaucoup apprécier et avec qui elle va vivre différentes aventures dans cette simulation, dans ce jeu de réalité virtuelle. Sauf que la réalité va vite la rattraper. On est sur un roman qui est excessivement sombre, c'est pas très joyeux. Est-ce que j'irais jusqu'à dire dépressif? Peut-être un petit peu, en tout cas l'écriture est assez mélancolique, contemplative, c'est quand même bien écrit, on est sur une belle plume, les personnages sont bien campés, il n'y a pas d'incohérence, ce qui est quand même à souligner sur de l'auto-édition. Je n'ai pas relevé de faute d'orthographe ou quoi, il y a un bon dosage entre la narration et les dialogues, donc ça j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on nous immerge vraiment dans cette réalité virtuelle avec différents jeux quelque part, puisqu'elle va d'un côté combattre des zombies en mode post-apocalyptique, The Walking Dead avec Zodiac, puis après elle va faire un tour sur Mars avec des quads, puis après elle va intégrer un jeu qui va la faire s'incarner dans une professeure d'une cinquantaine d'années en biologie, chimie, etc. et qu'elle va devoir aller sur une navette spatiale pour étudier des aliens. Enfin voilà, on va être sur différents scénarios, puis des retours ponctuels à la réalité, à la vraie vie de 2057. C'était assez sympa, même si le passage sur la réalité, sur la simulation dans la navette spatiale là, m'a un petit peu perdue parce qu'elle était assez longue. Le seul bémol que moi, personnellement c'est mes goûts, hein,
c'est la romance, puisque en fait la romance prend beaucoup de place dans ce récit. Moi au début je me suis dit mais en fait c'est une romance sous couvert de science-fiction. Bon, au final, pas tant que ça, mais en tout cas, la romance prend beaucoup de place, notamment au début où Denver va rencontrer Zodiac, cet avatar masculin, et en 5 minutes, elle va lui déclarer sa flamme. J'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux, ça m'a fait un peu lever les yeux au ciel. Même lui est surpris en disant oh, on ne doit pas donner des informations personnelles, enfin on se connaît depuis 5 minutes, calme-toi quoi. Mais bon, voilà, elle a envie de vivre à fond ses sentiments. Alors c'est parfois un petit peu cucu sur certains passages, mais bon, on va dire que ça passe. Par contre, la fin, c'est pas une happy end du tout, on est vraiment sur quelque chose de très sombre du début à la fin, même s'il y a quelques touches de lumière qui adoucissent un petit peu le récit. De temps en temps, on est quand même sur un roman assez sombre, donc voilà, c'était sympa. Bon premier roman, franchement, j'ai beaucoup aimé la proposition de l'auteur pour un premier roman qui est très qualitatif, surtout en auto-édition. Le seul petit bémol que je peux reprocher, c'est peut-être le prix, puisqu'il est à 35 € pour 240 pages. En auto-édition, et c'est un paperback classique, hein, je veux dire, il n'y a pas de... voilà, les chapitres, c'est écrit assez gros, il n'y a rien, il n'y a pas de mise en page particulière, il n'y a pas d'illustration hormis sur la couverture, voilà, il n'y a pas de hardback, de jaspage, rien du tout. Donc je trouve que c'est un peu cher quand même pour un livre en format... Déjà 25 € en paperback c'est cher, mais là 35 je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour investir dans un roman d'un auteur qui n'est pas connu, dont c'est le premier roman. 35 € c'est un peu excessif. Moi je l'aurais plutôt mis à 20-21 €. Mais bon, après c'est un choix de l'auteur. Mais voilà, c'est le seul petit bémol que je peux lui reprocher. Sur quoi on va partir sur un roman policier bien glauque avec Travail soigné de Pierre Lemaitre, c'est aux éditions Le Livre de Poche et c'est le premier tome de la saga avec l'enquêteur Camille Verhoeven, je sais pas trop le prononcer mais bon. Et donc là on est sur vraiment un roman policier typique, bien sombre, puisque Camille et son équipe d'enquêteurs vont être missionnés sur la découverte d'un charnier. Vraiment c'est absolument effroyable. On va retrouver deux jeunes femmes complètement zigouillées, elles ont été découpées en morceaux, on est sur une scène de crime vraiment horrible. Donc ils vont enquêter, ils vont se rendre compte que peu de temps avant il y a eu un autre meurtre de jeune fille qui a été coupé en deux, et puis très vite Camille va se rendre compte que le premier meurtre il ressemble pas mal au fameux Dahlia Noir de Ellroy, donc dans son livre, même si c'est tiré d'un véritable fait réel qui s'est passé dans les fins des années 40 à Los Angeles. Et très vite Camille va se rendre compte que en fait l'auteur, enfin le serial killer de ces meurtres fait référence à des vraies histoires, enfin des vrais romans policiers avec des morts atroces, et va essayer de mettre en scène en fait ses propres crimes pour coller parfaitement à ces romans policiers. Et donc voilà, on va être dans une mise en abîme du roman policier, du polar, et on sent que Pierre Lemaitre est vraiment fasciné, est un grand fan, un grand aficionado des romans policiers. D'ailleurs il a écrit le dictionnaire amoureux du polar, et c'est pas pour rien parce qu'on sent que vraiment il s'y connaît, et il va quelque part écrire là un roman qui est un peu une mise en abîme du roman policier, un cas d'école, une démonstration de ce que doit être un bon roman policier. C'est brillant, j'ai beaucoup aimé la construction qui est une sorte de palimpseste littéraire. Si vous aimez la littérature, si vous aimez les romans policiers, les faits divers, vous allez adorer ce livre. Par contre on est quand même sur une plume très rigoureuse, scientifique, presque distante, un peu froide. On est loin des émotions avec Pierre Lemaitre, mais ça fonctionne très bien, on a envie de savoir la suite. La fin m'a complètement laissé sur le cul, c'était un coup de massue, waouh, c'était atroce quelque part, mais j'ai adoré ça. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas c'était, pour moi c'est vraiment quelque part une œuvre, comment dire, une démonstration, un cas d'école ce livre.
Donc vraiment, si vous aimez les romans policiers, vous pourrez que apprécier celui-ci. J'ai ensuite lu L'Abomination de Dunwich, c'est le tome 1, c'est réalisé, enfin en tout cas dessiné par Gutanabe et c'est tiré des œuvres de Lovecraft. Donc là on est sur un manga, voilà, en noir et blanc qui va, donc l'histoire c'est, on est à Dunwich, un petit village au fin fond de l'Amérique, non loin de Salem. On a une famille très ancienne qui a quitté Salem au moment des chasses aux sorcières pour venir s'installer dans ce petit village de Dunwich. Une famille un peu de marginaux, donc on a le grand-père, la fille, donc la mère, et puis le petit-fils qui semble un petit peu bizarre parce que déjà on ne sait pas qui est le père, et puis depuis qu'il est né, il grandit à une vitesse phénoménale. Et en plus de ça, tout ce petit monde habite en haut d'une colline, dans une maison qui craque de partout, qui est insalubre et dont l'étage semble hanté par quelque chose. En tout cas, l'étage est enfermé, enfin il est fermé, personne ne peut y aller quoi, à part eux. Et il règne une puanteur horrible dans cette maison. Dans le village, tout le monde dit qu'ils sont un petit peu satanistes, qu'ils font de la sorcellerie parce que ils vont dans un cercle de pierre type menhir pour faire des incantations, tout ça, enfin bref. Une famille de marginaux. Donc on va suivre ce petit garçon qui s'appelle Wilbur et qui grandit à une vitesse phénoménale, qui semble très intelligent. Il est très porté sur les livres anciens, alors qu'il n'a que 10 ans finalement. Il va correspondre avec un professeur d'université pour trouver dans les archives des vieux manuscrits, etc. Et cette famille semble cacher quelque chose au grenier, quelque chose qui a besoin d'être nourri, quelque chose qui a besoin d'être conservé, etc. Donc l'ambiance est un petit peu creepy, un petit peu étrange. Les dessins sont vraiment très beaux. Alors déjà on a des paysages comme ça, des planches avec des paysages enneigés ou même un peu plus automnal. Alors parfois il y a du texte, parfois pas, mais c'est quand même assez expressif, je dirais. Alors, attendez, je vais vous trouver des planches qui font un peu flipper. Donc voilà, on voit la maison qui est complètement tringle-ballante, qui craque de partout. Alors comme c'était la première fois pour moi que je lisais un manga, c'était un petit peu perturbant parce qu'il a fallu que je m'habitue au fait de lire à l'envers. Parce que habituellement, on lit un livre dans ce sens-là, où on tourne les pages, on lit de gauche à droite. Ben là, il a fallu que je lise de droite à gauche, donc la page de droite, puis la page de gauche. Et ce qui est un peu perturbant, c'est que, ça j'avais pas compris au début, mais bon, je l'ai vite compris quand je commençais à trouver que c'était un peu bizarre, c'est qu'il faut lire d'abord la bulle de droite, puis la bulle de gauche, et ainsi de suite dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est un coup de main à prendre, on va dire, mais voilà. Après c'est une bonne introduction, c'est assez mystérieux, on a vraiment l'ambiance très Lovecraft, un peu poisseuse, un peu sombre, creepy. Mais bon après voilà, à voir si je lirai la suite, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une bonne mise en bouche on va dire sur cette histoire qui a l'air assez étrange. Je poursuis avec le dernier livre de cet immense bilan lecture qui est aussi un service presse. C'est Memento Mori de Ismaël Lemonnier, c'est aux éditions Tornada que je remercie pour l'envoi. Ici on va être sur un roman 100% policier puisqu'on va suivre deux enquêteurs qui sont un peu les parias de leur équipe, les laissés pour compte, puisqu'on a d'un côté Lucien qui est un vieux flic proche de la retraite, qui est très rigoureux, qui est très organisé, il mange à 19h30 pile, il est très soigné de sa personne, il adore collectionner les vieilles voitures, voilà, il est très cadré. Et on a Anaïs qui est une jeune femme de 25 ans au look un peu punk avec des cheveux roses, des piercings partout, qui s'habille en cuir, en noir avec des Doc Martens, elle mâche des chewing-gums, elle suce des sucettes et elle met de ses pieds partout. Sur les bureaux et va se louer une espèce d'amitié un petit peu amour vache entre les deux puisqu'il y a un conflit de génération évidemment. Ils vont devoir enquêter sur une affaire sordide puisqu'on va retrouver un nourrisson qui est mort dans les toilettes d'un bar sordide. Donc évidemment quand tu découvres le cadavre d'un bébé au fond des toilettes d'un bar, c'est quand même, ça soulève un petit peu le cœur. Et il semblerait qu'un curé l'ait mystérieusement déposé là.
Ce curé s'est pendu, il est mort, il s'est suicidé, déjà c'est un petit peu bizarre pour un homme d'église, mais en plus de ça, à la morgue, son cadavre a mystérieusement disparu. Donc tout ça est très mystérieux et donc Anaïs et Lucien vont enquêter sur cette enquête que personne ne veut, hein, qui est vraiment sordide. Mais bon, très vite, leurs collègues et leurs supérieurs vont se rendre compte que cette affaire est bien plus difficile, bien plus profonde qu'il n'y paraît, et qui va recouper aussi d'autres affaires. Donc voilà, on va être sur une grosse enquête, très typiquement policière. Moi, ce qui m'a un petit peu perturbée et que je trouvais un petit peu lourd, c'était en fait les pics que s'envoyaient les deux personnages sur des conflits de génération en fait. Je trouvais que même Anaïs, elle était un peu méchante parfois avec Lucien, c'était de la méchanceté gratuite. Alors, je le sais, alors moi je suis pas de la génération Z, je suis de la génération Y et dans le monde du travail j'ai été obligée de côtoyer des gens de différentes générations, notamment la génération X, la génération des boomers, etc. Et c'est vrai que parfois on ressent qu'il y a un fossé générationnel entre nous, mais pour autant ça ne me viendrait jamais à l'esprit de manquer de respect ou de chambrer comme ça quelqu'un de manière aussi piquante, aussi méchante, et même lui lui rend bien aussi en disant ah, cette génération de dégénérés, les valeurs se perdent, etc. Ok boomer quoi, j'ai envie de dire. Mais j'ai trouvé que c'était un peu trop cliché, voilà. Il y avait aussi beaucoup de mépris, je pense, je sais pas de la part de l'auteur, mais en tout cas sur la génération Z, sur aussi par exemple on va croiser une influenceuse à un moment donné dans le bouquin, elle va être complètement stéréotypée, dénigrée comme étant une bimbo écervelée quelque part. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu bof. Après l'enquête, elle se lit très bien, elle est bien ficelée, voilà, c'est bien carré, ça se lit, la plume de l'auteur se lit bien, enfin voilà, il n'y a rien à dire de ce côté-là. L'enquête était sympa. Mais voilà, le côté un peu trop duel des générations m'a un petit peu fatiguée à la longue. Voilà, c'est le seul bémol que je peux lui reprocher, mais sinon c'était sympathique. Pas le thriller de l'année, mais sympathique. Voilà, c'en est tout pour ce très gros bilan lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez lu ces livres, s'ils vous font envie, ou à me dire ce que vous avez lu de bien ou de moins bien dernièrement. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!